Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à la convention fiscale entre la France et l'Inde et on va détailler plusieurs aspects spécifiques de cette convention fiscale pour déterminer, selon que vous soyez résident fiscal ou non résident, vos obligations déclaratives en France. Alors effectivement, il nous a été posé la question d'une personne qui était de nationalité indienne, mais qui était présent en France depuis un certain temps et qui avait ses intérêts économiques majeurs, parce qu'il était président de SAS et il avait des revenus immobiliers assez conséquents en France. Il voulait comprendre les implications fiscales de la convention fiscale s'il passait plus ou moins de 183 jours en France ou en Inde. Alors comme d'habitude, on vous rappelle l'article 4B du CGI qui définit la condition de domicile fiscal et qui peut prévoir que vous devenez résident fiscal en France si vous avez votre foyer ou lieu de séjour principal, si vous avez votre activité professionnelle salariée ou non à titre principal en France, ou si vous avez le centre de vos intérêts économiques. Et effectivement, à l'énoncé de ce qui nous avait exposé, comme il était président d'une société, la France pourrait estimer qu'il a son centre des intérêts économiques en France. Et également une activité professionnelle à titre principal en France du fait de son mandat de président. Cependant, comme toujours, lorsqu'il peut y avoir un conflit de résidence entre deux pays, on va regarder si possible l'article qui définit la détermination de la résidence fiscale unique. Et entre la France et l'Inde, il y a cet article 4 dans la convention fiscale qui dit que tout d'abord, pour être résident au niveau d'un État contractant, il faut être soumis en application de la loi nationale à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou tout autre critère de nature analogue. Et ensuite, si vous êtes bien résident au sens de la convention en France ou en Inde, derrière, pour éliminer la double résidence, on va regarder dans l'article 2 les critères successifs et on va déterminer où est-ce que vous avez d'abord votre foyer d'habitation permanent. Et si vous n'avez pas de foyer d'habitation permanent, là vous avez le centre de vos liens personnels et économiques les plus étroits, donc vos centres des intérêts vitaux. Et à défaut, là vous avez votre séjour habituel, voire l'état dont vous avez la nationalité. Alors pour nous, après échange, on a pu voir qu'il était bien résident fiscal en Inde et qu'il disposait bien de son foyer d'habitation permanent, plus qu'il pourrait y vivre avec sa femme et ses enfants. Donc effectivement, même si il allait percevoir encore des revenus de source française, comme il allait payer de l'impôt en Inde au titre de son activité et également pouvoir y fixer son foyer d'habitation permanent, il serait résident au sens de la convention fiscale en Inde, au sens de la convention fiscale entre la France et l'Inde, et ensuite, par élimination des critères successifs, résident fiscal unique en Inde au sens de la convention fiscale. Ce qui lui permet ensuite d'appliquer les articles de la convention fiscale avec la qualification de non-résident fiscal en France et résident fiscal en Inde. Donc dans ce cas-là, comme il avait des revenus immobiliers, on voit que les revenus immobiliers par rapport à l'article 6 sont imposables dans l'état de situation du bien, que ce soit des revenus directs ou tirés d'une SCI, c'était transparente. Donc revenus de source française imposables en France pour un résident fiscal en Inde. Pour les dividendes, on a une double imposition à la fois dans l'état de résidence et la possibilité pour la France de faire une retenue à la source. On rappelle que c'est un taux de 12,8% pour les personnes physiques. Là, la convention fiscale dit que c'est un taux maximum de 15%, mais on rappelle que maintenant en France, du fait de la flat tax, le taux n'est que de 12,8%. Vous ne payez pas les prélèvements sociaux de 17,2%, tout en sachant que dans le protocole additionnel de la convention fiscale entre la France et l'Inde, il y a une mention spécifique sur la clause de la nation la plus favorisée et qui permet finalement, du fait que l'Inde a signé des conventions plus favorables avec d'autres pays, notamment l'Allemagne et la Slovénie, le taux de 15% maximum doit être remplacé par 10%, qui est le taux prévu entre la convention fiscale entre l'Inde et l'Allemagne, voire même le taux de 5% du montant brut des dividendes, qui est le taux prévu par la convention fiscale entre l'Inde et la Slovénie, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10% du capital de la société qui paie les dividendes. Donc on voit qu'on a un taux encore plus favorable que ce taux de 12,8% potentiel qui s'applique, grâce au protocole additionnel et à la clause de nation les plus favorisées. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours lire la convention fiscale jusqu'au bout. Et d'ailleurs, cette clause de la nation la plus favorisée permet d'autres mécanismes plus favorables, notamment en matière d'intérêt ou également sur les redevances. Et ensuite, pour ce qui est des gains en capital, gains de nature immobilière, là également c'est imposable en France si c'est des biens immobiliers en France. Même chose si vous cédez des parts de SCI à prépondérance immobilière, ou alors si vous faites des plus-values mobilières et que vous détenez au moins 10% dans la société française, donc si vous êtes non résident indien et que vous cédez des sociétés en France dans laquelle vous détenez au moins 10% du capital
vous avez une participation substantielle au sens de la Convention et vous restez imposable en France. Mais par contre, si vous êtes dans un autre cas, les plus-values mobilières, par principe, sont imposables uniquement dans votre pays de résidence, donc en Inde, si vous êtes résident fiscal en Inde. Pour les professions dépendantes, on avait aussi fait un point parce que c'est un peu spécifique par rapport à la convention fiscale entre la France et l'Inde. Il y a le mécanisme classique qui est imposition dans le pays de résidence, sauf si l'emploi est fait dans l'autre État, avec toujours une clause sur l'activité temporaire, qui est dans le 2. Mais là où il y a une spécificité, c'est sur la rémunération des cadres dirigeants, donc encore dans le protocole, qui précise que l'article 16 sur les traitements et salaires s'applique aux rémunérations des dirigeants qui occupent un poste de haut niveau, mais que par contre, la clause sur les missions temporaires, qui est au 2 du paragraphe 16, n'est pas applicable aux rémunérations des dirigeants. Donc ce qui fait que par principe, la rémunération salariale versée à un résident fiscal en Inde en sa qualité de dirigeant d'une société française n'est imposable qu'en Inde, à moins que l'activité soit exercée en France. Et dans ce cas-là, le droit d'imposer sera uniquement à la France, sous format de retenue à la source. Et ensuite, de manière classique, s'il y a une potentielle double imposition, il faut se référer à l'article 25 pour éliminer les doubles impositions. Et on voit que quand vous êtes résident fiscal en Inde et que vous percevez des revenus imposables en France, vous aurez le droit par imputation ou dégrèvement à une déduction du montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France. Mais également, on a vu pendant l'entretien qu'il faut quand même faire attention aux questions d'établissement stable, du fait du siège de direction qui peut caractériser un établissement stable, notamment au regard de où se situe le président et où il prend ses décisions, selon la nature de la société. Donc voilà, on a terminé sur l'explication en tant que telle des principaux revenus. On vous rappelle que l'administration fiscale met toujours à disposition pour la plupart des pays une fiche explicative sur les principaux revenus. Donc je vous y renvoie, même si on voit que là il y a une petite faute sur la participation substantielle, c'est pas 25% mais c'est 10%. On a vu que vous restez imposable en France sur la cession de titres de société si vous détenez minimum 10% dans la société et non pas minimum 25%. Et sinon, tout le reste est indiqué, soit dans notre vidéo ou soit sur le récapitulatif. Et enfin, pour terminer, n'oubliez pas que quand vous êtes non-résident fiscal, bien sûr, vous avez un taux spécifique d'imposition de 20% ou 30%, mais vous avez la possibilité d'opter pour le taux moyen en déclarant l'intégralité de vos revenus de source mondiale et calculer ce taux spécifique qui s'appliquerait sur l'intégralité de vos revenus et voir si ce taux est inférieur au taux forfaitaire de 20 ou 30%. Et ensuite, sur l'imposition des revenus fonciers, en tant que tel, il n'y a pas de différence majeure. Vous serez soit en revenu foncier si vous louez nu, soit le régime micro-foncier ou le régime réel, ou alors sous la fiscalité des locations meublées au régime micro-BIC ou au régime réel. En sachant qu'il faut toujours faire attention aux prélèvements sociaux, notamment si vous passez en location meublée professionnelle. Donc voilà, on a terminé sur l'explication de la convention fiscale. Bien sûr, on n'a pas pu dérouler l'intégralité de la convention fiscale et on reste à votre disposition pour répondre à vos questions sur l'interprétation de la convention fiscale. Merci et à bientôt.